et bonsoir. Et bonsoir Frédéric Platini, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs extraits des invités du JT de ces 7 derniers jours. Nous avons évoqué notamment la mise en place du parcours Brest Day Center au CHPG, des grands enjeux du tourisme avec Panos Tsivanidis, directeur du département événements du Comité international olympique, et de solidarité avec la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque. Il aura aussi été question de la Société des Bains de Mer qui recrute déjà pour l'été 2023 et puis le règne d'Elisabeth II dont la disparition a suscité l'émoi dans le monde entier. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodriguez. L'année prochaine va être une magnifique saison pour la SBM avec l'ouverture de nouveaux points de vente. Donc je parle bien sûr du restaurant Amazonico, du nouveau café de Paris qui va devoir se staffer pour correspondre à ce nouveau concept, et puis d'un nouveau point de vente également au niveau du Monte Carlo Beach. Donc un besoin supplémentaire en main-d'œuvre et puis un contexte aussi qui fait que, comme on le sait, l'industrie hôtelière et touristique souffre d'un manque de personnel qui est commun, qui est mondial, hein, qui n'est pas propre à la principauté. D'abord, on est quand même à Monte Carlo. Sur un CV, une saison à Monte Carlo, c'est quand même quelque chose de très valorisant. On a des établissements et un cadre de travail exceptionnel. On est une société aussi qui formons notre personnel. Donc passer par la SBM, c'est aussi l'assurance de monter en compétences sur son activité. Et puis voilà, après c'est avoir cette expérience formidable SBM. Et souvent c'est quand même une carte qui marche encore beaucoup. Il y a quelques mois, quelques années, on pouvait être très exigeant en termes de recrutement. Aujourd'hui, on l'est moins parce qu'on a moins de candidats et pour autant toujours des besoins supplémentaires en termes de staff. Mais c'est à nous de nous adapter et quelque part, c'est intéressant aussi en termes RH parce qu'aujourd'hui, finalement, on ne regarde plus tant que ça le CV et le parcours d'étudiant, mais on regarde la personnalité, on regarde le savoir-être, on regarde la motivation, on regarde la posture par rapport à la clientèle exigeante que nous avons. Et c'est intéressant de nous aussi de nous remettre en question et de changer un petit peu notre prisme et notre vision du recrutement. Cette inclusion monégasque dans la chaîne Novotel est un vrai atout pour la marque, hein, pour donner aussi une visibilité qui rayonne à l'international, et c'est un flagship comme on l'appelle. L'hôtel, quand il a ouvert, était évidemment sur un lieu historique qui était Radio Monte Carlo, donc toute la décoration allait sur le thème de la radio, de l'audiovisuel. Et après 15 ans, on a fait une rénovation qui s'inspire maintenant beaucoup plus de la localisation de l'hôtel, de la French Riviera. Et donc on a décliné un esprit des Riviera du monde dans ce Novotel. Aujourd'hui, on est, comme tous les hôtels de Monaco, très heureux d'avoir pu vivre une magnifique saison 2022 après 2 années de crise, et on continue à essayer de trouver d'autres leviers, notamment sur la restauration, sur des offres d'afterwork qui ont repris. Et c'est vraiment la vocation de continuer à faire que la restauration soit le cœur de l'activité de l'hôtel. La plateforme Monaco, c'est une marque qui est déjà très bien reconnue dans le monde entier. Ça qui est vraiment, on a discuté, c'est comment ça sera possible d'attirer peut-être des audiences différentes et des audiences un peu plus jeunes. Il faut aussi un peu sortir de cette perception que le Monaco, c'est uniquement pour le luxe. Monaco a beaucoup à offrir et une communication autour de tout ce qui est possible à offrir et dans toutes les différentes industries et de différentes générations, c'est, je crois, primordial. Déjà, on doit comprendre que le monde des événements et des manifestations a changé depuis Covid et a changé pour toujours. Alors, on utilise beaucoup la terminologie événements hybrides. Alors, les événements hybrides, ils sont là, ils vont rester, mais ils vont quand même s'évoluer. Et quand on parle d'une évolution, c'est qu'à ce moment, un événement hybride, c'est un événement en présentiel avec quelques participants qui sont dans un autre endroit quelque part dans le monde. Là, par contre, l'expérience, ce n'est pas la même chose. Alors, je crois qu'on va voir une évolution, que ça sera plutôt une évolution dans les côtés de l'expérience du participant qui ne peut pas être là en présentiel. Maintenant, l'Agence internationale de l'énergie nous dit « Voilà, le solaire, c'est le nouveau roi de la production d'électricité ». Bien peu de gens le savent, c'est déjà le cas en termes de nouvelles installations mondiales chaque année. Le solaire est loin devant l'éolien, est très loin devant le gaz. Donc, le solaire représente déjà plus de la moitié de toutes les nouvelles capacités électriques installées dans le monde chaque année. Mais évidemment, si on regarde la production d'électricité de sources photovoltaïques, c'est encore peu, c'est encore à peu près 5%
cette année, mais selon les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, le solaire devrait dépasser 20% de la production mondiale d'électricité en 2030 déjà. C'est une vraie solution, pas seulement sur le long terme, mais aussi sur le court et le moyen terme, puisqu'en fait, c'est très rapide de construire des centrales solaires ou de mettre des panneaux solaires sur les toits. C'est d'ailleurs ce que l'Union européenne a commencé à faire de manière accélérée suite à la guerre en Ukraine qui a déclenché la crise de l'énergie que l'on connaît. L'électricité de source photovoltaïque est devenue la moins chère dans quasiment tous les pays du monde sans subvention. Évidemment, ça coûte plus cher de mettre quelques panneaux sur votre toit plutôt que d'en mettre quelques milliers dans une ferme solaire. Mais les coûts aujourd'hui de l'électricité produite avec du photovoltaïque, aussi, on va dire, pour les très grandes centrales photovoltaïques, les meilleures du monde, à environ 2 centimes le kilowattheure, et pour les toits, de 8 à 10 centimes le kilowattheure, ce qui est en fait très peu si vous comparez au marché électrique et à ce que coûte l'électricité aujourd'hui. On a vu avec la crise en Europe des prix spot de l'électricité qui sont montés à 40, 50, voire même 60 centimes le kilowattheure. Cette semaine, c'était le conseil de l'Organisation hydrographique internationale qui se rassemblait ici même à Monaco. Il y avait des représentants de 30 pays différents pour discuter au fond du programme de l'OHI des 3 dernières années en vue de nous préparer pour l'assemblée de l'OHI qui aura lieu ici à Monaco au mois de mai. C'était une rencontre pour vraiment préparer l'assemblée et une rencontre particulièrement importante parce que nous sommes en pleine transformation numérique et nous sommes à préparer la mise en place de nouveaux standards qui vont permettre de pouvoir utiliser une foule de données pour aider à la sécurité de la navigation. Et comme c'est très complexe comme transformation, c'est important qu'on puisse vraiment prendre compte de qu'est-ce qui se développe au niveau technologique, quels sont les enjeux, pour qu'on puisse aviser l'Assemblée et ensuite prendre des décisions. Il y a 2 types de parcours. Il y a le parcours diagnostic. Quand le diagnostic n'est pas encore posé, donc la patiente va se présenter ici dans la pièce où je suis, éventuellement avoir un examen d'imagerie complet si elle ne l'a pas eu, avoir un complément si elle en a déjà eu et qu'il manque une partie, éventuellement la biopsie, tout ça dans le même jour, donc tout ça sur le même délai de consultation, sur le même créneau de consultation, en essayant d'avoir des délais de consultation courts. Et ceci permettant d'avoir un diagnostic dans la journée ou quasiment dans la journée, en tout cas des présomptions de diagnostic assez fortes. Et l'idée, si le diagnostic est confirmé, c'est que la patiente se représente la semaine suivante, cette fois-ci dans un parcours d'accueil thérapeutique où elle va avoir là aussi différentes consultations avec des spécialistes, mais qui vont lui présenter quel va être le schéma de son parcours de soins. Donc c'est vrai qu'en général, il y a une prise en charge chirurgicale, il peut y avoir des traitements complémentaires avec le radiothérapeute, avec l'oncologue, mais tout ça d'essayer de raccourcir les temps un peu entre les différentes étapes, tout ça au bénéfice de la patiente. En disparaissant, sans doute que la reine Elisabeth II a emporté un peu de l'histoire de chacun. Nous avions tous, quel que soit notre âge, notre origine ou l'endroit où nous habitons, un lien avec elle. Alors un lien qui pouvait être un lien imaginaire ou un lien parce qu'on l'avait rencontrée ou un lien parce qu'on voyait ses photos depuis des années. Enfin, c'était une femme qui avait accompagné nos vies. C'était certainement la plus grande reine du monde. C'était en tout cas la souveraine régnante la plus ancienne, celle qui avait le règne le plus long au monde. Mais c'était aussi, je crois, et c'est ce qui explique l'émotion qui a vraiment balayé le monde à l'annonce de son décès, c'était quelqu'un qui avait su imprimer sa marque sur nos esprits et sur nos cœurs. Moi, ce que je retiendrai, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la personnalité de cette femme extraordinaire, son humilité. C'était un mélange, on avait discuté une fois, il y avait quelque chose de profondément marquant dans la manière dont elle vous regardait, dans les questions qu'elle vous posait. J'avais pu voir aussi la dévotion qu'elle inspirait aux personnes qui travaillaient avec elle et pour elle. C'était une femme qui avait un charisme étonnant, un mélange d'autorité, de bienveillance, de sagesse. Elle était une référence permanente pour les gens qui l'entouraient et pas seulement pour les membres de sa famille. J'ai été témoin aussi de quelques scènes
qui je reconnais sur le moment, enfin voilà, moi je ne la connaissais pas, et qui m'ont beaucoup surprise. Des scènes à l'intérieur du palais, notamment, où elle se conduisait comme une maîtresse de maison qui vous reçoit chez elle. Il y avait quelque chose de profondément simple chez Élisabeth II, de profondément humain en fait, et c'est cette humanité, moi, qui m'a beaucoup touchée. La base quand même, c'est de participer aussi à l'effort environnemental, donc le recyclage. On reçoit des articles de luxe, des articles moins de luxe, mais tout est pratiquement neuf sur nos stands. On a chaque année un public qui grandit et qui grandit. Et au-delà, je dirais, de la vente propre, il y a aussi une tombola qui est organisée. On a plein de partenaires sur Monaco, les Thermes Marins, l'Automobile Club de Monaco qui nous offre des lots. Donc c'est un moment de partage. On a aussi un atelier pour la jeunesse qui sera aussi présent à la braderie. Et nous, ça nous permet de nous retrouver Croix-Rouge avec nos salariés, nos bénévoles de toutes les sections et de partager un moment unique. L'année 2022, pour nous, Croix-Rouge Monégasque, elle est sous le signe de la présidence du souverain. Ça fait 40 ans qu'il préside à la destinée de la Croix-Rouge, qui mobilise toutes les énergies, qui met du positivisme partout où on a besoin de mettre du positivisme. Et on a envie de lui rendre un bel hommage en fin décembre. 40 ans de présidence qui seront donc à l'honneur à la fin de l'année. Avant de nous quitter, allons voir ce qu'il se passe du côté d'Internet avec les vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Une sélection d'Alexandra Salustri. Impressionnant. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT avec de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.